Bonjour. Bonjour. Voilà, les meilleurs sont là. Oui, tout à fait. Boris Cyrulnik, vous êtes bien connu, vous êtes un personnage des médias, vous avez une longue carrière d'explication du monde avec vous, spécialiste d'éthologie, neuropsychiatre, on ne compte plus les cordes à votre arc. Vous avez même certainement plusieurs arcs. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob des âmes et des saisons. Vous l'avez sous-titré psychoécologie. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous préciser ce que vous entendez par la psychoécologie? Eh bien, l'Occident a été piégé par Descartes. Le corps d'un côté, substance matérielle avec une étendue qu'on peut faire transformer en objet d'expérience. Merci Descartes. Mais l'âme sans substance et sans étendue, impossible d'en faire une démarche expérimentale, pas merci Descartes. Et que maintenant, on renonce aux causalités linéaires et on s'entraîne à raisonner en termes écosystémiques, c'est-à-dire que c'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique. Ce n'est pas du tout linéaire. Donc, c'est vraiment écosystémique. Et quand on fait des raisonnements écosystémiques, on se rend compte que l'être humain, l'être vivant, l'animal, la plante, est au centre d'une convergence de déterminants. Et là, il faut s'entraîner à ces raisonnements-là. Et pour nous, êtres humains, le premier déterminant, c'est on est tous nés d'une femme. Notre premier habitat, ça a été le ventre d'une femme, l'utérus. Et dans cet utérus, la neurobiologie actuelle, les neurosciences, photographient, dosent, mesurent comment les émotions maternelles se transmettent à l'enfant qu'elle porte. Ensuite, quand l'enfant arrive au monde, on est dans les bras de notre mère et on a découvert, la neurobiologie nous permet de découvrir que la présence du père est beaucoup plus précoce et beaucoup plus importante que ce qu'on croyait. Mais on ne sait pas très bien ce qu'est un père. Le père, est-ce que c'est l'amant? C'est pas sûr. Dans notre culture occidentale, on croit que c'est l'amant. Mais il y a beaucoup de cultures africaines qui disent que l'amant n'est pas le père, que le père, c'est celui qui est désigné par la société pour s'occuper et s'attacher et être responsable de l'enfant, ce que nous on appelle l'oncle. Et puis le troisième habitat, ce qui caractérise la condition humaine, le troisième habitat, c'est la parole, parce que le monde de l'artifice et la neuroimagerie permet de photographier comment la parole agit sur le cerveau des autres et comment l'élaboration qu'on fait. L'élaboration, c'est le contraire de la récitation. Dans la récitation, il n'y a pas de travail. On récite tagada, 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 soin, soin. Automatisme. L'automatisme. Alors que dans l'élaboration, on se trompe. Il faut que je le convainque. Ah zut, il ne peut pas comprendre, je me suis mal exprimé, je rature. Que ce soit la parole parlée ou la parole écrite, l'élaboration modifie le fonctionnement cérébral. Et là, je viens de vous proposer un plan de psychoécologie. On vous connaît également pour la notion de résilience qui, je pense, agit de concert avec celle de psychoécologie. Est-ce que vous pourriez en quelques mots, de nouveau, développer ce qui les unit et comment elles fonctionnent? Alors, la résilience, c'est un chapitre des théories de l'attachement. Et les théories de l'attachement correspondent très bien à ce que j'appelle la psychoécologie. Je viens de faire une petite faute. Le premier à employer ce terme, ça a été Bronfenbrenner, un psychiatre autrichien qui a écrit des livres où il propose le raisonnement que je vous ai proposé, mais il n'a pas eu de succès parce qu'on était encore dans la recherche scientifique réductionniste, une cause provoque un effet. Mais nous, praticiens, on peut moins être réductionniste dans un laboratoire, on peut être réductionniste. On fait un objet de science, on détermine, on fait une hypothèse, on le fait varier et on propose une réponse, validée ou invalidée. Si l'hypothèse est invalidée, on fait une autre hypothèse. Or, nous, praticiens, cliniciens, praticiens, parce que dans les praticiens, je mets les médecins, les psychologues et les parents. C'est les praticiens, les parents. Et nous, praticiens, on doit intégrer des domaines différents. On ne peut pas faire un objet de laboratoire. Un bébé, notre enfant, n'est pas un objet de laboratoire.
La personne qui vient appeler au secours parce qu'elle se sent mal, ce n'est pas un objet de laboratoire. Elle s'assoit près de nous avec son corps, son cerveau, sa mémoire, ses croyances religieuses, laïques, son passé, et nous, on est obligé de tenir compte de tout ça. Donc, tout ça, c'est un environnement qui agit sur la personne. Alors, la résilience, il y a eu un énorme succès. Maintenant, c'est gagné. Toutes les universités font des thèses, des doctorats, des masters, des mémoires sur la résilience un peu partout. La plupart sont très bons. Mais il y a quelques contresens. Et notamment, les contresens m'étonnent parce que c'est presque comme s'il y avait une intention de dégommer la résilience. Donc, ce n'est pas le contresens spontané, c'est une intention de malveillance. Par exemple, quand hier j'entendais, oui, mais un facteur de résilience, c'est la réussite sociale. C'est exactement le contraire. Oui, c'est un parti pris étrange. Oui, c'est ça, c'est une accusation à charge. C'est exactement le contraire. La réussite sociale, Freud nous a dit que c'est un bénéfice secondaire de la névrose. C'est le contraire de la résilience. Je connais beaucoup de gens j'ai eu des élèves, des amis, qui pour réussir socialement ont massacré leur famille et se sont massacrés. Est-ce qu'on peut parler de résilience? Alors que la définition de la résilience, c'est de reprendre un bon développement, un autre bon développement, malgré, après le traumatisme, malgré les conditions adverses. La réussite sociale, ça peut arriver, mais ce n'est pas l'enjeu de la résilience. L'enjeu de la résilience, c'est de reprendre un bon développement avec sa famille, avec ses amis, avec soi-même, dans sa culture. Là, je reprends un raisonnement écosystémique. Et pour conclure notre entretien, j'avais une dernière question à vous poser. Donc, à la convergence de la psychoécologie, de la résilience et de notre actualité qui dresse un panorama que l'on peut décrire de façon extrêmement anxiogène, bardée de crispations, qu'elles soient identitaires, politiques, sociales. C'est comme si on assistait à des vagues de durcissement, une sorte de monde extérieur, on pourrait le décrire ainsi parfois, mais on verra aussi qu'on peut le décrire d'une façon complètement différente. Un monde agressif qui est en train de se solidifier contre justement les élans de vie, les élans solaires. Comment l'interprétez-vous aujourd'hui? Alors, comme vous l'avez dit, l'agression qui nous arrive, cette pandémie, et surtout ce confinement, cette agression est une agression insidieuse, très délabrante. Quand on reçoit un coup, on a mal. Ce n'est pas forcément un traumatisme. Regardez les joueurs de rugby. Ah ben c'est vrai, à Bruxelles, on ne sait pas ce que c'est un joueur de rugby. On joue au football. Alors on va dire un joueur de football, il reçoit un coup, il a mal. Ce n'est pas un traumatisme. Pour que ce soit un traumatisme, il faut souffrir deux fois. Il faut souffrir du coup qu'on reçoit, et ensuite il faut souffrir de la représentation du coup qu'on a reçu. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi tout le monde est méchant avec moi? Pourquoi je me défends mal? Et là, on entretient une autre forme de souffrance. Or, ce qui nous arrive, c'est ça. Le virus tue. S'il n'y avait pas le confinement, il tuerait 10 fois plus, comme par exemple la grippe espagnole, qui n'était ni une grippe ni espagnole. Hein. C'est parti d'un laboratoire américain, et c'est une encéphalopathie, c'est un encéphalite, parti d'un laboratoire américain. Mais comme on n'avait pas prévu le confinement, puisque c'était la fin de la guerre, 7 soldats irlandais grippés ont été envoyés en Birmanie. Un an après, il y avait 1 million de morts. Parce qu'on n'avait pas fait de confinement. C'était la guerre, c'était la fin de la guerre, on n'y pensait même pas. Or là, on se défend physiquement contre le confinement, ce qu'il faut faire, mais cet isolement affectif, cet isolement sensoriel est une grave altération neurologique. On voit que l'isolement sensoriel altère les deux lobes préfrontaux et le circuit limbique de la mémoire et des émotions. Et on voit que les gens, au deuxième confinement, sont engourdis. Ils n'en peuvent plus, ils sont usés. Et ça, c'est grave, parce qu'à la sortie
du virus, on va dire dans quelques semaines ou dans quelques mois, ceux qui ont été traumatisés par le confinement auront du mal à redémarrer. Ceux qui n'ont pas été traumatisés par le confinement vont reprendre la vie en souriant, comme si de rien n'était. Donc ce qui est traumatisme pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Donc on voit que ça fait une très grande inégalité de traumatisme. Et après le confinement, il y aura deux mots à faire vivre, soutien et sens. Soutien parce que si on laisse les gens traumatisés, si on les laisse tout seuls, ou bien ils vont se laisser mourir, ou bien ils vont se révolter, et on aura encore un phénomène de gilets jaunes, comme on a eu en France, ou alors on aura un phénomène à la sortie du chaos, où les gens sont tellement malheureux qu'ils votent démocratiquement pour un dictateur. C'est arrivé régulièrement. Mais si on fait vivre le soutien, le sens, c'est-à-dire la rage de comprendre, il faut qu'on comprenne ce qui nous est arrivé, on va comprendre pourquoi notre civilisation a déclenché le virus et l'a transporté. Donc, il faudra qu'on mette en place une renaissance, une autre manière de vivre ensemble. Et là, on aura profité de cette catastrophe du virus pour apprendre à mieux vivre. Merci pour cette discussion, la générosité de vos propos, celle qu'il y a dans le livre, dans le concept de psychoécologie, en espérant que l'on saisisse cette lumière dont vous parlez. Merci encore, Boris. À bientôt au 18 mai. À bientôt. Au revoir.